On a introduit dans la section précédente les forces d'interaction dont fait aussi partie la force électromagnétique. Voyons donc ce que nous dit la physique sur cette force d'interaction électromagnétique. D'après les lois de la physique, une particule chargée, de charge Q, qui se déplace à une vitesse v dans un champ électromagnétique, subit une force F égale AQE plus QV vectoriel B. Comme son expression l'indique, cette force comporte deux composantes. La première, QE, est une force de type électrique, avec Q représentant la charge électrique de la particule en coulomb et E représentant la valeur du champ électrique en volts par mètre. Toute particule subissant une telle force se verra accélérée dans la même direction que l'orientation du champ électrique E. La seconde composante, QV vectoriel B, est une force de type magnétique, avec comme précédemment Q la charge électrique de la particule en coulomb, V la vitesse de la particule dans le référentiel d'étude et B la valeur du champ magnétique en Tesla. Ici, le petit symbole triangulaire se lit vectoriel, car il effectue un produit entre deux vecteurs QV et B. D'un point de vue géométrique, le produit vectoriel de deux vecteurs U et V, non collinéaires, se définit comme l'unique vecteur W tel que le vecteur W est orthogonal à U et à V, et la base UVW est de sens direct. La norme de W est égale à la norme de U multipliée par la norme de V et par la valeur absolue du sinus de l'angle entre les vecteurs U et V. La force électrique QE est communément appelée force de Coulomb, alors que la force magnétique QV vectoriel B est communément appelée force de Lorentz. On note cependant que certaines définitions utilisent le terme force de Lorentz pour se référer à l'ensemble des deux forces. Non mais attends Théo, c'est quoi cette histoire de champ là? Ah, je vois qu'il y en a qui suivent. Notre chère particule subit en effet une force qui dépend à la fois d'un champ électrique représenté ici en bleu et d'un champ magnétique représenté ici en vert. Pour bien comprendre les champs électriques et magnétiques, il faut savoir que la notion de champ est fortement liée à la notion de force. Prenons l'exemple de la température en France. Celle-ci peut se mesurer en tout point de l'hexagone. Comme la température est définie par un nombre positif ou négatif, on appelle ce champ un champ scalaire. De même, on peut mesurer la vitesse, la direction et le sens du vent. Par contre, puisque l'on peut représenter ces données à l'aide d'un vecteur, on parlera ici plutôt d'un champ vectoriel et de ses lignes de champ vectoriel. Une ligne de champ, représentée ici en noir, est une ligne tangente en chacun des points au vecteur champ, représenté ici en blanc. Une ligne de champ est orientée par une flèche, dans ce cas-ci en noir, qui va dans le même sens que celui du champ. Placez-vous avec votre planche à voile sur l'une de ces lignes de champ et vous subirez une force qui vous fera avancer dans la direction de la ligne de champ. Il en va de même avec le champ gravitationnel, dont nous avons déjà parlé dans la seconde partie sur l'accélération. Ce type de champ est créé par tout objet ayant une masse. Sa portée est infinie, mais sa valeur diminue avec la distance. Ce champ est toujours attractif, et ces lignes de champ vont donc toujours vers le centre de gravité de la source. Du coup, si vous prenez n'importe quel objet possédant une masse, et que vous le placez dans un champ gravitationnel, il va systématiquement subir une force F dite force gravitationnelle. Sur Terre, cette force équivaut à la masse m de l'objet multipliée par l'accélération de la pesanteur g et est communément appelée le poids. C'est aussi ainsi que la Terre attire la Lune et réciproquement que la Lune attire la Terre. La seule raison pour laquelle la Lune et les satellites ne nous tombent pas sur la tête, c'est parce qu'ils se déplacent à une vitesse suffisamment grande. Le champ magnétique, quant à lui, est typiquement généré par un aimant. Les lignes de champ magnétique matérialisées ici avec la limaille de fer sont alors orientées du pôle nord vers le pôle sud de l'aimant et toujours à l'extérieur de l'aimant. Un conducteur parcouru par un courant et tout particulièrement une bobine génère également un champ magnétique. Finalement, la Terre est également une source de champ magnétique comme chacun sait. Ce dernier nous sert également de bouclier
face aux radiations et vents solaires qui détruiraient sinon notre atmosphère. Un champ électrostatique existera quant à lui dès qu'on se trouvera en présence d'une particule électriquement chargée. Si cette charge est positive, les lignes de champ partent de la source. Sinon, lorsque cette charge est négative, les lignes de champ se dirigent vers la source. De la même façon, un champ électrique se met en place entre deux pôles portés à une différence de potentiel. Sur cette expérimentation, on voit par exemple des grains de semoule plongés dans de l'huile et qui s'orientent dans le sens du champ électrique. Le condensateur plan va quant à lui générer des lignes de champ parallèles qui s'avéreront particulièrement utiles pour accélérer des particules chargées. Parmi les trois champs évoqués précédemment, seul le champ électrique peut être utilisé pour mettre des particules en mouvement, les accélérer et leur faire gagner de l'énergie. Ces particules se doivent donc d'être chargées. Intéressons-nous donc de plus près aux caractéristiques d'un champ électrique. Celui-ci agit sur toute particule électriquement chargée en exerçant une force F collinéaire et proportionnelle au champ électrique E ainsi que la charge Q de la particule. C'est la première partie de la formule évoquée précédemment. Imaginons maintenant que l'on veuille accélérer un proton. Celui-ci est chargé positivement et il sera donc attiré par toute autre charge négative. Prenons maintenant deux plaques de cuivre. La première est chargée positivement et la seconde négativement, ce qui crée un champ électrique entre ces deux plaques. Si on émet maintenant notre proton près de l'électrode positive, celui-ci va être attiré par la plaque négative. On a donc une force attractive qui s'applique sur ce proton. Mais quels sont les ordres de grandeur ? On se propose ici de calculer la vitesse du proton lorsqu'il arrive à la hauteur de l'électrode négative. Supposons que ce proton provienne d'un atome d'hydrogène dont on a arraché le seul et unique électron. On obtient alors ce que l'on appelle un hydron H+. On suppose également que les deux électrodes distantes de D égale 20 cm sont soumises à une différence de potentiel U de 1000 volts. Le champ électrique uniforme E dirigé de l'électrode positive vers l'électrode négative équivaut donc à la valeur absolue de U divisé par D, soit 5000 volts par mètre. Il en résulte donc une force électrique F égale QE égale à 8 fois 10 puissance moins 16 newtons. La comparaison de la valeur de cette force avec le poids de l'hydron nous permet d'ignorer ce dernier. En effet, le poids de l'ion de masse molaire m égale 1 g par mol n'est que de 1,63 fois 10 puissance moins 26 newtons. Pour trouver la vitesse de la particule, nous appliquons le théorème de la variation de l'énergie cinétique qui nous dit que la variation de l'énergie cinétique d'un solide entre deux instants t initial et t final est égale à la somme des travaux des forces extérieures appliquées au solide entre ces deux instants. Pour un solide en translation, cela donne 1/2 de la masse fois la vitesse au carré finale moins 1/2 de la masse fois la vitesse au carré initiale est égal à la somme des forces appliquées sur le solide. Ici, la somme des travaux est égale au seul travail de la force électrique car on néglige le poids de l'ion. Le travail de la force électrique ne dépend alors que de la différence de potentiel entre les deux plaques, c'est-à-dire Q fois U initial moins U final. On écrira alors 1/2 de la masse fois la vitesse au carré finale moins 0 égale Q fois 1000 volts, soit V au carré égale à 2Q fois 1000 sur M. Finalement, la vitesse de la particule est de 4,4 fois 10 puissance 5 mètres par seconde lorsqu'elle passe par le trou au centre de l'électrode négative. Ceci correspond à environ 1,6 million de km par heure. Bien que très importante, cette vitesse est bien loin de la vitesse de la lumière, qui vaut environ 300 000 km par seconde, soit 1 milliard de km/h. La particule ne se déplace donc qu'à 0,16% de la vitesse de la lumière. Nous verrons dans les sections suivantes comment les accélérateurs modernes arrivent à approcher à 99,9999% de la vitesse de la lumière.